Bienvenue sur le conte africain 225. Je te dis de tous les laver, petite paresseuse. Non, pourquoi Salimata, ça doit pas être elle? Dans la grande ville de Bouaké, en Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille prénommée Salimata. Elle était orpheline de mère depuis l'enfance, mais malgré cela, sa douceur n'avait jamais quitté son visage. Sa peau noire et lisse semblait boire la lumière du soleil, et ses grands yeux brillaient d'une bonté qui touchait le cœur de tous ceux qui la croisaient. Les commerçantes du marché disaient souvent « Cette enfant, même quand elle sourit, on sent sa douleur, mais elle ne la donne à porter à personne. » Papa, tu me manques beaucoup. Son père, un grand commerçant de bétail, avait été pour elle un refuge. Il l'aimait profondément et ne laissait personne l'humilier. Mais un jour, alors qu'il revenait d'un voyage vers Abidjan, le car dans lequel il se trouvait eut un accident mystérieux. On parla de freins lâchés, de sabotage, de mauvais sorts. Tout ce que Salimata sut vraiment, c'est que son père ne reviendrait plus jamais. Après sa mort, Salimata fut laissée à la garde de sa belle-mère, Tanti Fanta. Fanta était une femme noire à la voix autoritaire, au regard dur comme la pierre. Elle avait la quarantaine bien avancée, portait toujours de jolis boubous et des foulards serrés autour de sa tête. Sous son toit, Salimata, qui avait eu une enfance protégée, découvrit bientôt ce que signifiait la cruauté silencieuse. Tanti Fanta avait 2 filles, Binta et Kadi. Elles étaient noires, comme leur mère, belles à leur manière, mais paresseuses et gâtées. Toujours bien coiffées, tresses longues ou perruques brillantes, pagnes neufs et chemisiers à la dernière mode, elles ne levaient jamais le petit doigt pour une tâche domestique. Tout ce que faisait Salimata, elle l'observait de loin, parfois en ricanant. Très vite, la maison de son père devint pour Salimata une prison. Au lever du jour, c'était à elle de balayer la cour, de puiser l'eau, de préparer le petit déjeuner. Ensuite, elle lavait les tas de vêtements de toute la famille, frottant jusqu'à ce que ses mains noircies se plient de douleur. Pendant ce temps, Binta et Kadi se maquillaient, ajustaient leurs pagnes, se prenaient en photo devant le miroir. Au début, Salimata allait encore à l'école publique du quartier, son cahier serré contre sa poitrine. Mais Tanti Fanta déclara vite qu'elle n'avait plus d'argent pour payer ses fournitures. Pendant que Binta et Kadi continuaient sans souci leurs études dans un lycée privé, avec des uniformes bien repassés, Salimata resta à la maison. Son rêve d'apprendre se renferma comme une porte qu'on claque. Les humiliations devinrent le sel amer de ses journées. Si le repas était trop salé, on lui criait dessus. Si un verre se cassait, on l'accusait d'être maudite. Quand des visiteurs venaient, Tanti Fanta la cachait à la cuisine, par honte de ses vêtements usés, tout en se vantant de ses 2 belles filles bien élevées. Pourtant, malgré tout cela, Salimata se plaignait rarement. Le soir, quand tout le monde dormait, elle s'asseyait parfois dans la cour, sous le ciel étoilé, et parlait à voix basse à son père disparu, comme si son esprit pouvait encore l'entendre. Elle lui promettait de rester bonne, de ne pas laisser la haine entrer dans son cœur. Dans le quartier, certains voisins remarquaient sa gentillesse. Une vieille vendeuse de beignets disait en hochant la tête « Cet enfant, si Dieu ne la relève pas un jour, alors il n'y a plus de justice. » Mais la plupart se contentaient de hausser les épaules, se disant que la vie était ainsi faite. Il y a des enfants choyés et des enfants sacrifiés. C'est dans cette atmosphère lourde que la nouvelle tomba un matin. Un riche commerçant du grand marché, propriétaire de plusieurs boutiques, avait remarqué Salimata. Touché par sa beauté discrète et sa manière respectueuse de saluer, il avait décidé de venir demander officiellement sa main. Sans le savoir, il venait de poser le pied au milieu d'un brasier de jalousie et de haine. Ce jour-là, Tanti Fanta resta longtemps enfermée dans son salon. Assise seule sur un fauteuil usé, elle réfléchissait, le cœur battant de colère. Qu'un riche commerçant vienne demander la main de Salimata avant celle de ses propres filles, c'était pour elle une humiliation insupportable. Ses pensées tournaient comme un tourbillon de poussière dans la saison sèche. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. À mesure qu'elle réfléchissait, son visage se durcissait. « Cet enfant ne verra jamais le bonheur avant mes filles », murmura-t-elle entre ses dents.
Dans sa tête, une idée de plus en plus sombre prit forme. Il ne suffisait plus d'empêcher ce mariage, il fallait salir Salimata, la couvrir d'une honte que personne n'oublierait, afin qu'aucun autre homme n'ose plus s'intéresser à elle. Le lendemain, très tôt, elle quitta la maison discrètement et se rendit à la périphérie de la ville, dans un petit quartier de cases en banco. Là vivait un marabout réputé. Elle lui expliqua, avec des mots choisis, qu'elle voulait qu'un chien suive Salimata partout, jour et nuit, afin que tout le monde la prenne pour une fille maudite. Le marabout, un vieil homme au regard noir, accepta contre une grosse somme d'argent. Le marabout sortit des poudres, des morceaux d'eau, des racines. Il mélangea le tout dans une petite calebasse, récita des incantations à voix basse, puis tendit à Fanta un petit sachet contenant une poudre fine. Il lui dit « Souffle-la sur l'endroit où elle dort. Dès demain, un chien la suivra comme son ombre, et les gens feront eux-mêmes le reste du travail. » Cette nuit-là, Salimata dormit comme d'habitude sur une natte dans un coin de la cuisine. Elle avait fini tard de laver les casseroles du repas. Quand tout le monde ronflait déjà, Tanti Fanta se leva, ouvrit doucement la porte de la cuisine et entra sur la pointe des pieds. Elle sortit le sachet de sa poitrine et souffla la poudre autour de la natte de Salimata, puis ressortit sans un bruit. Le lendemain matin, à l'aube, quand Salimata sortit dans la cour avec son seau pour aller au puits, elle aperçut un gros chien noir assis devant la porte. Il la regarda fixement, l'air presque familier. Elle hésita, puis passa à côté de lui. Le chien se leva aussitôt et la suivit. Il l'accompagna jusqu'au puits, attendit qu'elle remplisse son seau, puis la suivit jusqu'à la maison. Au fil des jours, le chien ne la quitta plus. Il la suivait au puits, au marché, chez les voisines. Même le dimanche, quand elle partait à l'église en pagne propre, le chien marchait derrière elle, silencieux. Aucun coup de pierre, aucune insulte ne le faisait fuir. On aurait dit qu'un fil invisible liait Salimata à l'animal. Très vite, les langues se délièrent. Au marché, au puits, dans les cours, on murmurait « Tu as vu ? Ce chien-là ne quitte jamais la fille de feu le commerçant. » Certains disaient qu'elle avait fait un pacte avec des esprits, d'autres qu'elle avait un mari spirituel venu sous forme de chien. L'histoire enfla plus vite qu'un feu de brousse. Tanti Fanta, voyant les regards, se chargea de compléter le tableau. Elle disait en secouant la tête « Moi, je ne veux pas parler, mais les gens disent que Salimata a un mari mystique. Il vient à elle comme un chien. Moi, je prie seulement que le malheur ne tombe pas sur la maison. » Ces paroles, faussement inquiètes, alimentaient encore plus la peur. Peu à peu, les gens se mirent à l'éviter. Les femmes chez qui elle faisait la lessive ou la cuisine lui dirent de ne plus venir, prétendant qu'elle portait malheur à leurs affaires. Les hommes qui autrefois la saluaient baissèrent les yeux ou se moquèrent à voix haute. Salimata, ne comprenant pas ce qui se passait, voyait seulement sa vie se rétrécir comme une corde qui se serre autour du cou. Un matin, le riche commerçant revint, cette fois avec des membres de sa famille, pour parler officiellement du mariage. Il entra dans la cour, salua respectueusement. À peine avait-il franchi le portail que le chien se mit à aboyer furieusement, tournant autour de Salimata comme un gardien jaloux. Le visage du commerçant se figea de peur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Salimata voulut expliquer, mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, Tanti Fanta se mit à pleurer bruyamment. « Mon fils, je ne sais plus quoi faire, sanglota-t-elle. Ce chien ne la quitte plus. Les gens disent des choses terribles. J'ai honte, mais je ne peux plus vous le cacher. »« Je suis désolé, » dit finalement le commerçant en secouant la tête. « Je ne peux pas épouser une femme que tout le monde dit maudite et suivie par un chien comme ça. » Sans même regarder Salimata, il se retourna, fit demi-tour et quitta la cour avec ses accompagnants. Le bruit de leurs pas qui s'éloignaient résonna dans la tête de la jeune fille comme un écho cruel. « Tu penses que tu allais te marier avec un riche pour laisser mes belles filles ?» Dès que le portail se referma, Tanti Fanta éclata de rire. « Tu voulais te marier avant mes filles ?» lança-t-elle à Salimata. « Tu crois qu'un homme sérieux va épouser une femme poursuivie par un chien ? Tu as déjà ton mari là ?» dit-elle en désignant l'animal. Ses rires restèrent suspendus dans l'air, plus tranchants qu'une gifle. Ne voulant pas laisser échapper une telle occasion, Fanta appela aussitôt sa fille aînée, Kadi. « Va te changer vite. Mets ton plus beau pagne en robe, » ordonna-t-elle.
Va rattraper cet homme avant qu'il ne quitte le quartier. » Kadi s'exécuta, le cœur empli d'avidité, tandis que Salimata restait plantée là, brisée. Kadi sortit en trombe de la maison, le pagne en robe flottant derrière elle. Elle courut dans la rue poussiéreuse, appelant le nom du commerçant avec une voix soudain douce et timide. De loin, Fanta la regardait avec fierté, comme si son plan s'enchaînait parfaitement. Le soir venu, Tanti Fanta prit une décision encore plus cruelle. « Puisque tu as déjà un mari, va dormir dehors avec lui », dit-elle à Salimata en montrant la porte. Elle la chassa de la maison. La jeune fille prit une vieille natte, la posa près du mur extérieur et se coucha à même la terre, le chien couché serré contre elle. Cette nuit-là, Salimata ne dormit presque pas. Elle regardait le ciel constellé d'étoiles, ses larmes coulant silencieusement vers ses oreilles. Chaque rire venant de la maison lui rappelait qu'elle n'en faisait plus partie. Le chien, lui, veillait, les oreilles dressées, repoussant les insectes et les ombres de la nuit. Avant même que le soleil ne se lève, Fanta sortit et trouva Salimata encore allongée. « Lève-toi » ordonna-t-elle. « Prends ce seau. Tu vas au marigot là-bas et tu ne reviens pas tant qu'il n'est pas plein. » Elle lui tendit un vieux seau fendu. Salimata, épuisée, prit l'objet sans discuter et se mit en route, le chien trottant derrière elle. Le chemin vers le marigot était long. Les premières lueurs du jour éclairaient à peine la route de terre. Avec chaque pas, Salimata sentait ses jambes lourdes, son cœur vide. Elle ne savait pas encore que ce matin-là, au bord de l'eau, sa vie allait prendre un tournant inattendu. Arrivée au marigot, Salimata remplit le seau. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que l'eau se mit à couler par la fissure, trempant son pagne en robe et ses pieds nus. Elle revint, remplit à nouveau, recommença, mais l'eau s'échappait toujours. Épuisée, elle se pencha sur le seau, tentant de boucher la fente avec ses doigts, sans succès. Le chien, assis près d'elle, la regardait, silencieux. Alors qu'elle luttait avec le seau, une voix d'homme retentit derrière elle. « Tu as des problèmes avec ton seau, ma sœur ?» Surprise, elle se retourna brusquement. Devant elle se tenait un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu. Sa tenue était modeste, mais propre. Ses yeux portaient une douceur qu'elle n'avait plus rencontrée depuis la mort de son père. « Je m'appelle Ibrahim », dit-il doucement. « Laisse-moi voir. » Il fit un pas vers elle, mais à ce moment-là, le chien se dressa, grognant, poils hérissés, prêt à l'attaquer. Son grondement résonna autour du marigot, menaçant. Ibrahim ne recula pas. Il regarda le chien droit dans les yeux, puis, d'un geste rapide et sûr, saisit l'animal par la nuque. Le chien gémit, se débattit un instant, puis se calma, comme si une force invisible l'écrasait. Quelques secondes plus tard, il se coucha, haletant, avant de se relever et de s'enfuir dans les buissons, sans jamais se retourner. Salimata resta figée, le cœur battant à tout rompre. « Comment tu as fait ça ?» balbutia-t-elle. Ibrahim haussa les épaules avec simplicité. « Parfois, il suffit de ne pas avoir peur, » répondit-il en souriant. « Laisse-moi regarder ce seau maintenant. » Il prit le seau, observa la fissure avec attention, puis fouilla dans son sac en toile. Il en sortit un petit morceau de caoutchouc, découpé dans un vieux pneu, et un peu de résine. Avec des gestes précis, il appliqua le caoutchouc sur la fente, le scella avec la résine chauffée rapidement à l'aide d'un tison pris au feu d'une femme qui cuisait du manioc non loin de là. Quand il eut fini, il remplit à nouveau le seau et le posa doucement devant Salimata. « Essaie maintenant, » dit-il. Elle fit quelques pas. Cette fois, pas une goutte ne s'échappa. L'eau restait à l'intérieur, tranquille. Elle se retourna vers Ibrahim, les yeux brillants de reconnaissance. « Je vais t'accompagner jusqu'à chez toi », proposa-t-il. Sur le chemin du retour, ils parlèrent peu. Salimata, encore méfiante à force de souffrance, n'osait pas trop se livrer. Mais chaque fois qu'elle croisait son regard, elle sentait une chaleur étrange apaiser un peu le froid qu'elle portait en elle. Quand ils atteignirent la maison, les voisins et voisines qui traînaient devant les portes se figèrent. On vit surtout les vêtements simples d'Ibrahim, ses sandales usées. Beaucoup conclurent aussitôt qu'il était pauvre. Des murmures moqueurs commencèrent à courir. Salimata, elle, sentit sa gorge se nouer, craignant déjà la réaction de Tanti Fanta.
À peine eurent-ils franchi le portail que Tanti Fanta éclata de rire, ses filles à ses côtés. « Donc, c'est ce genre de garçon que tu peux attirer? Un pauvre sans rien !» cria-t-elle. Ibrahim la salua pourtant avec respect. Elle détourna la tête, comme s'il n'existait pas. Salimata, debout entre eux, avait envie de disparaître sous terre. Malgré les insultes de Tanti Fanta, Ibrahim revint les jours suivants. Il ne venait pas avec de l'argent ni de grands cadeaux, mais toujours avec le même respect. Parfois, il aidait Salimata à porter l'eau. D'autres fois, il réparait un tabouret cassé, une porte qui grinçait. Souvent, il se contentait de lui parler à travers la clôture, lui rappelant qu'elle valait plus que ce qu'on lui faisait croire. Chaque fois que Fanta le voyait, elle lançait des piques. « Pauvre garçon, tu crois que tu vas sortir de ta misère en collant ma servante ?» Elle riait fort, ses filles avec elle. Mais Ibrahim ne répondait jamais. Il se contentait de saluer poliment, puis de reprendre son travail comme si de rien n'était. Un après-midi, alors qu'Ibrahim et Salimata parlèrent derrière la maison, Tanti Fanta les surprit. Sans un mot, elle saisit une bassine remplie d'eau sale de poisson et la leur jeta dessus. Une odeur infecte envahit la cour. « Regarde-moi ces deux-là !» s'écria-t-elle. « La pauvreté et la malchance, vraiment vous êtes faits l'un pour l'autre. » Binta et Kadi accoururent, éclatant de rire. « Regarde ta reine !» lança Binta en montrant Salimata. « Elle pue comme une poubelle !»« Et ton prince !» ajouta Kadi en désignant Ibrahim. « Même 1000 francs il ne peut pas donner, mais il veut aimer quelqu'un. » Leurs moqueries tombèrent comme des pierres sur le cœur de Salimata. Quelques semaines plus tard, la rumeur se confirma. Kadi allait se marier avec le riche commerçant qui était venu autrefois pour Salimata. Tanti Fanta dansait dans la cour, chantant le nom du commerçant. Elle se vantait que sa fille vivrait dans l'abondance, qu'il construirait une grande maison pour elle. Le jour du mariage arriva. La cour était remplie de chaises, de marmites fumantes, de musique. Kadi, parée comme une reine, portait un magnifique pagne en robe brodée, des bijoux scintillants. Le riche commerçant, en grand boubou, était accueilli avec chants et louanges. Pendant ce temps, Salimata était reléguée derrière, à la vaisselle. Salimata lava des assiettes du matin jusqu'à la nuit. On ne lui laissa pas goûter au riz gras, ni à la viande, ni aux boissons sucrées. Quand tout fut terminé, Tanti Fanta jeta les restes aux poules dans la cour, sans même lui proposer une cuillerée. Le ventre vide, les mains brûlées par l'eau chaude, Salimata sentit une douleur sourde monter en elle. La nuit tombée, alors que les invités repus s'en allaient en riant, Salimata s'éloigna de la cour en fête. Elle alla s'asseoir sous un arbre près de la rue, les genoux contre la poitrine. Elle repensa à la promesse de son père. « Tant que je vivrai, personne ne te fera de mal. » Il n'était plus là, et le mal l'avait pourtant envahi de partout. Elle se demanda si Dieu l'avait oubliée, si vraiment elle était maudite comme on le disait. Pourquoi rencontrait-elle tant d'injustices alors qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne? Les larmes coulèrent encore, mais cette fois, elle brûlait d'un mélange de tristesse et de colère rentrée. C'est alors qu'elle vit une vieille femme noire, voûtée, portant un grand panier sur la tête, marcher seule dans la nuit. Le panier semblait lourd, et la femme peinait à avancer. Sans réfléchir, Salimata se leva et s'approcha. « Maman, laissez-moi vous aider, » proposa-t-elle. La vieille femme tourna vers elle un visage ridé, éclairé par un sourire doux. Salimata prit le panier de la vieille femme et le souleva sur sa propre tête. Le poids était considérable, mais elle serra les dents et avança à ses côtés. Elles marchèrent ainsi quelques minutes, en silence, dans les ruelles sombres qui entouraient le marché. La vieille femme observait Salimata du coin de l'œil, comme pour mesurer la profondeur de son cœur. « Ma fille, » dit soudain la vieille, « sais-tu que tu es une reine ?» Salimata éclata d'un petit rire incrédule. « Une reine, moi ? Comment une reine peut-elle dormir dehors et laver les assiettes des autres ? Comment une reine peut porter un pagne en robe trouée ? demanda-t-elle en secouant la tête. La vieille femme sourit doucement. « La destinée peut être retardée, mais elle ne peut pas être volée, » répondit-elle. Elles arrivèrent devant une petite maison en banco, près du marché. Salimata posa le panier à l'intérieur. La vieille femme la remercia chaleureusement. Puis, baissant la voix, elle ajouta «
Ta belle-mère, Fanta, c'est elle qui a fait venir ce chien derrière toi. N'oublie jamais cela, mais ne dis pas encore que tu le sais. Ton heure n'est pas loin. Ma fille, continua la vieille, ne répète à personne ce que je viens de te dire. Si tu parles trop tôt, ta saison de joie sera encore repoussée. Garde ce secret dans ton cœur et regarde seulement comment Dieu va te sortir de là où tu es. Salimata hocha la tête. Elle promit de ne rien dire. Puis elle reprit le chemin de la maison, le cœur un peu plus léger. En rentrant chez elle, Salimata trouva Tanti Fanta assise dans la cour, les bras croisés. « Tu viens d'où à cette heure ?» lança-t-elle d'une voix glaciale. Sans attendre la réponse, elle continua. « Je sais que tu viens de chez un homme. Tu crois que je ne vois pas comment tu te comportes ?» Salimata tenta d'expliquer pour la vieille femme, mais Fanta refusa de l'écouter. « Sors de chez moi !» hurla Fanta en pointant le portail. « Tu n'es plus la bienvenue ici. Va retrouver tes hommes dans la rue. » Sans se soucier de l'heure tardive, elle poussa Salimata vers la sortie, refermant le portail derrière elle. La nuit de Bouaké avala la jeune fille, seule, sans bagage, sans un endroit où aller. Salimata marcha longtemps, sans savoir où poser ses pas. Les rues de Bouaké, habituellement bruyantes, semblaient étrangement silencieuses. Les boutiques étaient fermées, les lumières rares. Chaque pas la rapprochait de la fatigue. Chaque coin de rue lui rappelait qu'elle n'avait personne chez qui frapper. Dans son désespoir, elle pensa à Ibrahim. Peut-être pouvait-il au moins lui offrir un coin de sol pour se reposer. Elle se rendit dans son quartier, chercha la petite maison où il habitait. Mais la porte était fermée. Une voisine âgée lui apprit qu'il était parti en urgence ce soir-là, sans dire quand il reviendrait. Sans autre refuge, elle pensa à la vieille femme du marché. Elle retourna vers la petite maison en banco où elle l'avait laissée. Mais une fois sur place, un couple sortit, surpris de la voir. « Il n'y a jamais eu de vieille femme qui habite ici, » dirent-ils. Salimata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui était donc cette femme? Ne sachant plus vers qui se tourner, Salimata se souvint de la sœur de sa mère, qui vivait dans un village près d'une grande rivière. Grâce à la générosité de quelques personnes, elle obtint de quoi payer un billet de car. Au petit matin, elle monta dans un véhicule bondé en direction du village, laissant derrière elle Bouaké, Fanta, la maison de son père, et toutes ses blessures. Après plusieurs heures de route, le car s'arrêta enfin près d'un petit village au bord d'une grande rivière. Salimata descendit, le cœur battant. Elle reconnut, un peu plus loin, la maison de sa tante, une petite bâtisse en ciment avec une cour en terre. Quand sa tante la vit arriver, elle lâcha tout ce qu'elle avait dans les mains et courut vers elle, l'enlaçant avec force. Assise dans la petite cour, sous l'ombre d'un manguier, Salimata raconta tout. La mort de son père, la haine de Fanta, le chien qui la suivait, le mariage volé, les nuits dehors. Tante Awa l'écoutait en silence, les yeux remplis de larmes. Elle se souvenait du jour où sa sœur était morte et de la promesse du père de Salimata qui avait refusé qu'elle emmène la petite avec elle. Awa sentit la culpabilité l'envahir. Elle se revit supplier le père de laisser partir Salimata avec elle, puis céder devant son refus. « Si j'avais insisté, » murmura-t-elle pour elle-même, « tu n'aurais pas souffert ainsi. » Mais à haute voix, elle dit seulement « Ici, tu es chez toi. Personne ne te chassera. » Ok. Les jours suivants, la vie reprit son cours, mais différemment. Tante Awa faisait des gâteaux pour les vendre au marché du village. Salimata proposa de l'aider. Elle mélangeait la pâte, allumait le four traditionnel, passait des heures à cuire, leurs mains couvertes de farine. Pour la première fois depuis longtemps, la fatigue de Salimata avait le goût de l'espoir. Un soir, alors qu'elle terminait une fournée, Salimata parla d'Ibrahim à sa tante. Elle raconta comment il avait fait fuir le chien, comment il l'avait aidé sans rien attendre en retour. « Tante, dit-elle d'une voix hésitante, si un jour on avait assez d'argent, pourrais-je retourner en ville juste pour savoir s'il va bien ?» Awa la regarda longuement, puis hocha la tête. Le lendemain, elles allèrent au marché du village vendre leurs gâteaux. Le soleil était déjà haut, les cris des vendeuses remplissaient l'air. Salimata, assise derrière le plateau, appelait timidement les clients. Son sourire sincère attira vite des acheteurs, et les gâteaux partirent plus vite que d'habitude.
À un moment, une femme demanda une grande quantité de gâteaux pour sa boutique de tissus. Salimata la suivit jusqu'à sa petite échoppe où des pagnes wax multicolores étaient suspendus partout. C'est là, au-dessus d'un comptoir en bois, qu'elle vit la photo qui fit battre son cœur plus vite. Le visage d'Ibrahim, dans un grand boubou richement brodé, entouré de gardes. « Maman !» demanda-t-elle en désignant la photo. « Qui est cet homme ?» La vendeuse sourit fièrement. « Ça, c'est le prince Ibrahim, notre futur roi. Son père est mort il y a peu. On va bientôt le couronner. » Salimata sentit ses jambes flancher. « Ibrahim, prince ?» Elle se demanda s'il avait jamais su qu'un jour son visage serait affiché ainsi. De retour à la maison, Salimata resta silencieuse. Quand sa tante lui demanda ce qui n'allait pas, elle éclata en sanglots et lui avoua tout. Ibrahim, le marigot, le chien, sa gentillesse, et maintenant cette vérité qu'il était prince. « Tante, sanglota-t-elle, comment un futur roi pourrait-il vouloir de moi? Je ne suis qu'une fille rejetée, sans rien. » Hawa serra les mains de sa nièce. « Ma fille, dit-elle, ce n'est pas toi qui dois décider à sa place. Va au palais, vois-le de tes propres yeux. Ne laisse pas la peur répondre à la place de la vérité. » Les mots résonnèrent en Salimata. Peu à peu, une décision se forma en elle. Elle irait au palais, quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, Salimata se rendit au palais. Les hauts murs peints, les grandes grilles et les gardes en tenue traditionnelle lui coupèrent le souffle. Elle resta un moment devant l'entrée, ne sachant pas comment se présenter. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Alors qu'elle cherchait comment parler aux gardes, une voix moqueuse retentit derrière elle. « Eh bien, regarde qui est là !» Salimata se retourna et vit Kadi, sa demi-sœur, descendue d'une voiture, accompagnée de son mari, le riche commerçant. Kadi était habillée comme une grande dame, parée de bijoux. « De laver les assiettes à venir mendier au palais ?» ricana Kadi. Elle parla assez fort pour que les gardes entendent. « Que viens-tu faire ici, sorcière? Ton chien ne te suit plus ?» Quelques rires étouffés s'élevèrent autour d'eux, et les regards se tournèrent vers Salimata, qui sentait ses joues brûler de honte. « Garde !» cria Kadi en se tournant vers les soldats. « Chassez-moi cette folle d'ici avant qu'elle ne porte malheur au palais. » Les gardes hésitèrent, surpris. Salimata, pétrifiée, sentit ses jambes prêtes à lâcher. Elle se demanda si elle n'avait pas commis une erreur en venant. Soudain, le son des tambours résonna depuis l'intérieur du palais. Les grandes portes s'ouvrirent et la procession royale sortit. Devant, entouré de notables et de griots, avançait un jeune homme vêtu d'un boubou somptueux, la tête ceinte d'un bonnet brodé. C'était le prince Ibrahim. Ses yeux balayèrent lentement la cour, jusqu'à ce qu'il se pose sur Salimata, debout près de la grille, humilié par Kadi. Un éclair traversa son regard. Il se souvint du marigot, du seau fendu, de la jeune fille couchée dehors avec un chien. Sans hésiter, il se dirigea droit vers elle. « Que se passe-t-il ici ?» tonna sa voix. Le silence tomba comme une pierre. Kadi se retourna, et lorsqu'elle vit qui venait de parler, le sang quitta son visage. Ibrahim se plaça aux côtés de Salimata, faisant face à Kadi et à son mari. « Qui ose traiter ainsi une invitée devant mon palais ?» demanda-t-il. Kadi tomba à genoux, balbutiant des excuses. « Mon prince, je ne savais pas. »« Tu savais très bien qui elle était, » coupa Ibrahim. « Tu l'as humiliée dans mon palais. » Il se tourna vers les gardes. « Saisissez tous leurs biens, qu'ils repartent d'ici comme ils sont venus au monde, les mains vides. » Une fois le tumulte apaisé, Ibrahim se tourna vers Salimata. Son visage se radoucit. « Pardonne-moi, dit-il doucement. J'ai dû partir en urgence quand mon père est mort. Mais je n'ai jamais oublié la fille au seau fendu. Je suis venu chercher une épouse. Je n'ai pas trouvé une princesse en soie. J'ai trouvé une reine en haillons. » Devant tous, il prit sa main. « Salimata, veux-tu être ma reine ?» demanda-t-il. La cour retint son souffle. Les larmes aux yeux, la jeune fille hocha la tête. À cet instant, la servante humiliée de Bouaké devenait la future reine, sous le regard d'un peuple stupéfait. Le mariage royal fut célébré quelques semaines plus tard, avec faste. Des délégations venues de nombreux villages affluèrent au palais.
Salimata, vêtue cette fois d'un somptueux pagne en robe brodée, coiffée de nattes relevées sous un foulard finement noué, avançait aux côtés du prince Ibrahim. Les tambours résonnaient, les griots chantaient son histoire, du marigot jusqu'au trône. Assise plus tard sur le trône à côté d'Ibrahim, Salimata repensa aux paroles de la vieille femme. « Tu es une reine. La destinée peut être retardée, mais elle ne peut pas être volée. » Elle comprit alors que tout ce qu'elle avait enduré n'avait pas été plus fort que ce que Dieu avait écrit pour elle. Pendant ce temps, à Bouaké, la vie de Tanti Fanta avait pris une autre tournure. Sa fille Kadi, ruinée après la perte brutale des biens de son mari, revint s'installer chez elle. Le riche commerçant, convaincu que son malheur venait du jour où il avait épousé la fille de Fanta, la chassa sans ménagement, l'accusant de lui porter malheur. Depuis le départ de Salimata, Fanta n'avait même pas remarqué un détail pourtant crucial. Le chien avait disparu le jour où Ibrahim l'avait affronté au marigot. Le marabout l'avait pourtant prévenu. Tant que le chien restera accroché à elle, ta jalousie te servira. Mais si le lien se brise, c'est ta chute qui commencera. Aveuglée par l'obsession de marier sa fille au riche commerçant, elle n'avait pas prêté attention à la disparition du chien. En réalité, le charme qu'elle avait utilisé pour attirer le chien vers Salimata était comme une corde. Tant que le chien la suivait, la honte pesait sur la jeune fille. Mais le jour où, par la main d'Ibrahim, le chien s'était enfui, cette corde avait commencé à se retourner vers celle qui l'avait nouée. Les malheurs qui s'abattaient désormais sur Fanta et sa fille n'étaient que le retour de sa propre méchanceté. Un jour, une voisine entra en courant dans la cour de Fanta. « Tu as entendu » cria-t-elle. « C'est la fille de ton mari, là, Salimata ? Elle est devenue reine. Elle a épousé le prince Ibrahim. » Fanta ouvrit grand la bouche, incapable de parler. La fille qu'elle avait traitée de sorcière était maintenant assise sur un trône. Non, pourquoi Salimata, ça doit pas être elle? Comme si cela ne suffisait pas, Kadi revint un soir en larmes. Son mari l'avait chassée, affirmant que depuis le jour où il avait épousé la fille de Fanta, tout allait mal dans ses affaires. Sans maison, sans argent, Kadi posa ses sacs au milieu de la cour poussiéreuse où elle s'était autrefois moquée de Salimata. Assise seule tard dans la nuit, Fanta comprit enfin. Elle repensa au marabout, au chien, au ricanement avec lequel elle avait regardé Salimata dormir dehors. Elle comprit qu'en voulant retarder la joie de sa belle-fille, elle avait semé une graine de malheur qui avait fini par pousser dans sa propre cour. Ses larmes coulèrent, amères, sans que personne ne vienne les essuyer. Au palais, Salimata, devenue reine, n'oublia jamais ce qu'elle avait traversé. Elle traitait les servantes avec respect, écoutait les plaintes des plus pauvres, ouvrait les portes à ceux qu'on avait rejetés. Son histoire devint un exemple vivant. On racontait comment la fille au chien était devenue la reine la plus aimée du royaume. Je suis la reine, maintenant je vous ordonne de vous abonner sur le compte africain 225. Avec le temps, on racontait l'histoire de Salimata et de Fanta aux veillées. Ne te moque jamais de la souffrance de quelqu'un, car tu ne sais pas ce que sa destinée cache. Ceux qui utilisent le mal pour retarder la joie des autres finissent par détruire la leur. Le chien qui suivait Salimata était le signe de la corde que Fanta avait nouée. Le jour où le chien est parti, le retour de la corde a commencé. Et on ajoutait « La vraie royauté, ce n'est pas le boubou, c'est le cœur. » Merci d'avoir suivi cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225 et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires inspirantes. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.